assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composé d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Un vaccin contre le paludisme, longtemps ce Graal a semblé inaccessible. Ce n'était pas faute de chercher. Au total, plus d'une centaine de candidats vaccins ont été testés chez l'homme contre le Plasmodium falciparum, le parasite responsable de la maladie. En vain jusqu'ici. L'enjeu est de taille, car le rapport mondial 2020 de l'OMS sur le paludisme a passé en revue les principales problématiques liées à la maladie durant ces 2 dernières décennies. Malgré les résultats satisfaisants enregistrés avec 1,5 milliard de cas et 7,6 millions de décès évités, les progrès restent en deçà des attentes. 200 millions de cas et 400 000 décès sont toujours une réalité chaque année. Les chiffres sont alarmants en Afrique avec environ 215 millions de cas en 2019. Les femmes et les enfants en sont les principales victimes. Au Burkina Faso, le paludisme constitue un problème majeur de santé publique de par son ampleur et sa gravité. Il demeure le principal motif de consultation, d'hospitalisation et de décès dans les formations sanitaires. Il faut aussi rappeler qu'à l'instar de la communauté internationale, le Burkina Faso a célébré le 25 avril dernier la journée mondiale de lutte contre le paludisme sous le thème « Zéro palu, je m'engage » dont l'objectif principal est de renforcer la mobilisation sociale en faveur de la lutte contre cette endémie. Il faut dire que le combat contre le paludisme est loin d'être gagné, ce qui, sans nul doute, justifie l'engagement des chercheurs à redoubler d'efforts dans les recherches de médicaments et de vaccins efficaces contre ce fléau majeur. Et aujourd'hui, on peut parler de percée majeure avec la promesse d'un vaccin efficace contre le paludisme qui montre une efficacité de 77%. Cet espoir nous vient de l'équipe de chercheurs de Nanoro au Burkina Faso. Ce candidat vaccin nommé R21 Matrix M devra être confirmé dans un essai de plus grande ampleur. Pour en savoir davantage, je reçois pour vous sur ce plateau Dr Gauthier Tougri. Dr Tougri est le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. Également sur ce plateau avec nous, professeur Alidou Tinto. Il est le directeur régional de l'IRSS à Nanoro et également directeur de l'unité de recherche. Et puis, professeur Fla Kweta. Professeur Kweta est pédiatre et chef de service de la pédiatrie au CHU Algado Ouedraogo. Il est également le président de la commission spécialisée prise en charge et prévention médicamenteuse du paludisme. Bonsoir monsieur et bienvenue sur ce plateau. Chers téléspectateurs, merci de nous suivre. Participez à votre émission en appelant au 25 31 83 53. Docteur Tougri, le 25 avril dernier a été célébrée la journée mondiale de lutte contre le paludisme sous le thème « Zéro palu ». Tirer un trait sur le paludisme, quel sens revêt ce thème au Burkina Faso? Merci beaucoup, Madame Dao. Bonsoir aux téléspectateurs. Madame Dao, permettez-moi, au nom des autorités du ministère de la Santé, de remercier la RTB qui nous donne l'opportunité aujourd'hui de parler en fait du paludisme et de faire passer les messages au niveau des populations. Effectivement, le 25 avril dernier, le Burkina Faso, à l'instar des autres pays endémiques, a célébré en fait la journée mondiale de lutte contre le palud sous le thème Zéro palu, je m'engage. Il faut noter qu'au niveau international, au niveau mondial, le thème était Zéro palu, tirer un trait sur le paludisme. Au Burkina, nous avons gardé Zéro palu, je m'engage à cause vraiment du stade de la lutte au niveau de notre pays. Et ce thème avait pour objectif vraiment de voir comment
on peut avoir l'engagement, comme vous l'avez rappelé dans votre introduction, l'engagement de toutes les parties prenantes, l'engagement au niveau politique, l'engagement au niveau du privé, l'engagement au niveau de la société civile et l'engagement aussi au niveau des chercheurs pour accompagner cette lutte. Et je pense que nous sommes ravis, en fait, actuellement avec l'engagement des chercheurs dont nous allons parler du vaccin aujourd'hui. Professeur Tinto, comment se transmet le paludisme? Ça, c'est un rappel. Effectivement, c'est un rappel parce que je pense qu'avec toutes les stratégies de communication et de sensibilisation menées par le Programme national de lutte contre le paludisme, une grande partie de la population sait aujourd'hui que le paludisme, le vecteur du paludisme est un moustique qui est de la famille des anophèles. Et dans cette famille, ce sont les femelles qui transmettent la maladie en prélevant du sang infecté chez un patient, chez un malade, pour inoculer à un patient sain qui va développer la maladie. En général, ces moustiques-là piquent la nuit, entre le crépuscule et le lever du jour, et se reproduisent généralement dans de l'eau douce, comme à type de flaques d'eau ou les zones des rizières. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la transmission de cette maladie. Professeur Koita, quels sont les symptômes du paludisme? Merci. On va certainement parler d'abord des symptômes du paludisme simple, puisque nous allons aborder plus tard les complications. Tout à fait. Le paludisme simple a des manifestations polymorphes, mais le symptôme principal reste la fièvre. Le corps chaud est le principal signe. À côté de ce signe, d'autres manifestations sont variables selon les individus, allant des courbatures, des céphalées, des douleurs musculaires, de l'embarras gastrique. La personne a mal au ventre. Des fois, chez les enfants, nous pouvons avoir la diarrhée et des vomissements, auxquels il faut associer également la perte de l'appétit. Voici essentiellement les principaux symptômes du paludisme simple à la phase de début. Mais si le paludisme n'est pas pris en charge, il y a une phase qu'on appelle la phase d'état. On a 3 types de signes qui vont se succéder. C'est une phase où la personne frissonne, le corps est brûlant et également, il a également très, très, très chaud. Donc, frisson, fièvre, chaleur constituent les signes donc, de cette phase qui doivent donc être reconnus et pris en charge le plus rapidement possible. Docteur Tougré, nous savons que le paludisme, c'est la première cause de consultation au Burkina Faso. Quelle est la situation épidémiologique de cette maladie, surtout dans la période de 2020? Merci beaucoup, Madame Dao. Le paludisme est le maillot jaune en matière au niveau du paludisme, en matière d'hospitalisation, en matière de, comme vous l'avez, et en matière malheureusement, en matière de décès aussi. Nous avons, malheureusement, en 2020, enregistré plus de 11 millions de cas au niveau du Burkina Faso. Nous avons malheureusement déploré 3 966 cas, soit 10 personnes par jour sont mortes au cours de l'année 2021, au cours de l'année 2020. C'est énorme. Malheureusement, nous notons aussi que notre pays demeure toujours parmi les 11 pays les plus touchés par cette maladie dans le monde. Et sur le plan économique, socio-économique, cette maladie constitue un réel frein au développement, en fait, du développement humain durable par son impact au niveau de l'espérance de vie, au niveau de l'éducation de nos enfants, parce que tout le monde, il n'y a pas quelqu'un entre nous qui n'a pas été à l'école parce qu'il a fait le palu. Ça joue beaucoup sur, en fait, l'éducation, sur la productivité. Quand on est malade du paludisme simple, c'est 3 jours, on rate le travail, et surtout si c'est un travail manuel. Et quand c'est un paludisme grave, ça va au-delà d'une semaine. Donc ça joue beaucoup sur la productivité de notre pays et sur l'épargne familiale et puis sur l'épargne, en fait, nationale. C'est vrai que depuis 2016, avec l'effort du gouvernement, nous avons la gratuité, mais à quelque part, on dit toujours ça joue sur l'épargne nationale parce que à quelque part, quelqu'un paie. Et nous avons, en fait, si on peut éviter ces 11 millions de cas, cet argent qui est mis dans la gratuité, on peut construire des hôpitaux, on peut construire des écoles avec cet argent. Voilà ce que je peux dire pour l'épidémiologie. Okay. Merci. Professeur Koita,
Quelle est la particularité du paludisme chez les personnes vulnérables comme la femme enceinte et l'enfant? Quelle est la particularité? La particularité tient à la faiblesse du système immunitaire de ces deux populations cibles. Cette faiblesse immunitaire les expose à faire plus de cas de paludisme, mais également à faire plus de formes graves. Les enfants donc font plus de formes graves de paludisme, ainsi que les femmes enceintes. Et quelles sont les formes sévères du paludisme, ces formes graves? Les formes graves les plus fréquentes sont les formes avec anémie sévère, les formes avec convulsions et perte de connaissance. Ce sont les deux principaux types de manifestations qui sont les plus sévères. Anémie sévère et convulsions et perte de connaissance sont ces formes les plus sévères souvent observées. Malgré les multiples campagnes de sensibilisation et de chimioprévention, le paludisme reste la première cause de consultation et d'hospitalisation dans les centres de santé au Burkina Faso. Les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans sont les plus touchés. Au CHU pédiatrique Charles de Gaulle, ce sont près de 500 enfants qui ont été internés en 2020. Le paludisme, une maladie d'actualité au Burkina Faso, le constat avec au CHU pédiatrique Charles de Gaulle, bien sûr, avec Konsoum Koulibaly et Issaka Nana. Urgence médicale du centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle. Dans cet hôpital de référence pour enfants, le paludisme constitue la deuxième cause de consultation et la première en matière d'hospitalisation avec 495 enfants internés en 2020. La majorité sont sortis guéris. Malheureusement, on a déploré 5 décès sur les 495 enfants hospitalisés, avec donc une létalité palustre de 1,01% pour 2020. À la pédiatrie Charles de Gaulle, ce sont les formes les plus graves du paludisme qui y sont transférées. Une situation qui s'explique par plusieurs facteurs. Il peut y avoir un retard de consultation par les parents, toujours malgré les mesures, les sensibilisations. Il y en a qui consultent toujours tard, qui recourent d'abord à la médication traditionnelle. Avant, c'est pas mal, mais qui tournent avant de venir consulter dans nos centres de santé. Ceux qui viennent ici, ce sont des enfants de moins de 5 ans qui sont en acquisition immunitaire, donc ils sont fragiles. Les femmes enceintes et d'autres personnes débilitées. Au Burkina Faso, le paludisme constitue un problème de santé publique et selon les statistiques du ministère de la Santé, plus de 11 millions de personnes ont contracté le paludisme en 2020 avec 4000 décès enregistrés. L'insalubrité du cadre de vie est la principale cause de transmission du paludisme selon le docteur Moussa Kagone. Vous voyez que l'environnement n'est toujours pas très propice à la lutte contre ces maladies à transmission par les moustiques, dont le paludisme et les autres maladies comme la dengue et autres. Voilà. Donc voilà pourquoi, pour le moment, tant que notre environnement ne sera pas très assaini, nous allons toujours avoir des cas de paludisme. Désinfecter donc son cadre de vie, consulter tôt en cas de fièvre, dormir sous une moustiquaire sont entre autres mesures à adopter pour éviter le paludisme selon le docteur Kagone. Retour sur ce plateau avec nos invités. Professeur Kouita, comment pose-t-on le diagnostic du paludisme? Le diagnostic du paludisme se pose d'abord sur les signes, les manifestations cliniques qu'on a évoquées, surtout la fièvre est la porte d'entrée pour poser le diagnostic. Devant les manifestations que le patient va présenter, il faut confirmer ce paludisme en fonction du niveau d'exercice de la personne par les tests de diagnostic rapide pour les structures périphériques. Et ceux qui disposent d'un laboratoire de microbiologie, c'est la goutte épaisse et le frottis sanguin. Ces éléments vont permettre pour les TDR de regarder une partie du plasmodium, c'est-à-dire c'est les antigènes, alors que la microscopie dans la goutte épaisse, le frottis sanguin, met le plasmodium entier en évidence. Donc voici les deux méthodes de confirmation. Devant les signes d'appel clinique, confirmation, soit par le test de diagnostic rapide, soit par la goutte épaisse. Et cela est possible dans tout le pays?
Dans les structures sanitaires périphériques, les tests de diagnostic sont disponibles. Au niveau des structures de référence, les centres médicaux, les CHR, les CHI, la goutte épaisse est disponible. D'accord. Donc, docteur Tougouri, en tant que coordonnateur, qu'en est-il de l'accès, c'est vrai, du diagnostic, ça c'est possible même dans les structures périphériques, et le traitement, l'accès au traitement? Je pense et que même du diagnostic. Du diagnostic, je vais ajouter par rapport au diagnostic, en plus des formations sanitaires périphériques, communément appelées CSPS, avec l'effort de l'État et de ses partenaires, ces tests de diagnostic rapides sont au niveau des ASBC, au niveau en fait des villages où il y a des ASBC à plus de 5 km d'un CSPS. Ce test est disponible pour pouvoir confirmer et prendre en charge en fait les cas de paludisme simple. Et même en ce qui concerne en fait le traitement, avec l'effort de l'État et de ses partenaires, il y a pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, la prise en charge est gratuite. Il y a aussi que en fait tous les médicaments au niveau des formations sanitaires publiques sont les ACT, les médicaments antipaludiques sont subventionnés. Ça veut dire qu'on casse le prix pour que la population puisse, au lieu de payer 1500 pour un antipaludique, on paie 100 francs ou 200 francs au niveau de ces formations publiques. Nous sommes en train de faire l'effort aussi pour l'accessibilité au niveau du diagnostic pour les structures privées, pour que nous avons eu des rencontres pendant la semaine, la journée mondiale, pour voir comment au niveau de ces structures privées, on peut faire le test de diagnostic des TDR gratuitement pour toute la population, pour tous ceux qui vont se présenter avec des signes qui évoquent le paludisme. Voilà ce que je peux ajouter par rapport à l'accessibilité. Et maintenant, on va parler des traitements. Quels sont les meilleurs traitements à ce jour du paludisme? Et professeur Koita, avec les résistances, bien sûr, à certaines molécules, quels sont les meilleurs traitements? Depuis 2005, je pense que le pays s'est engagé avec les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé dans l'utilisation des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Donc actuellement, ces combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine sont les médicaments les meilleurs en termes d'efficacité sur le traitement du paludisme simple. Pour le paludisme grave également, il y a l'artésunate en injectable qui peut être utilisé, bien que notre vieille quinine soit encore efficace. On a donc pu naturellement structurer la prise en charge de sorte que l'artésunate soit surtout pour les enfants de moins de 5 ans et des fois chez la femme enceinte, mais toute la population peut bénéficier de ça. Mais compte tenu du coût, le coordinateur en a parlé tout de suite, c'est surtout pour les enfants de moins de 5 ans et la quinine également reste efficace avec l'artémitaire. Et les résistances? Bon, les résistances, pour le moment, c'est, j'allais dire, l'expectative. C'est vrai qu'il y a eu des constats. Pour le moment, comme les chercheurs sont là-dessus, il y a des études assez vastes de nos centres de recherche qui sont en train de regarder, parce que quand vous mettez des molécules en circulation, il faut cette surveillance qui permet de dire, attention, il y a des résistances, voici les niveaux de résistance, et en fonction du niveau de résistance, certaines molécules peuvent être retirées. La sonnette d'alarme a été donnée et les chercheurs sont mis avec la coordination du programme national de lutte contre le paludisme qui coordonne tout ça pour vérifier quel est l'état effectivement des résistances dans la population avec ces médicaments qu'on utilise qui, pour le moment, sont encore efficaces sans que ces résultats ne viennent peut-être après nous dire quel est l'état exact. D'accord. Le coordonnateur voulait revenir sur la question du traitement. Du traitement. Par rapport au traitement, nous pouvons aussi citer en fait l'artésunate rectal, parce que nous savons que le paludisme est beaucoup plus dans les villages, beaucoup plus dans les maisons, et nous n'avons pas en fait des formations sanitaires partout. Donc, avec même la situation sécuritaire précaire, il y a de plus en plus d'inaccessibilité au traitement. Donc, au niveau du programme national de lutte contre le paludisme, nous sommes en train de mettre en œuvre le traitement pré-transfert avec l'artésunate rectal au niveau des ASBC dans les villages qui disposent en fait de ce médicament
qu'ils peuvent utiliser en cas de paludisme grave avant de référer en fait l'enfant au niveau des formations sanitaires, et ça permet de sauver en fait des vies au niveau des villages, au niveau de nos populations. Et quelles peuvent être les complications du paludisme, professeur Koita? Les complications du paludisme sont très nombreuses. On va peut-être prendre les deux populations cibles de cette politique, essentiellement pour les enfants et les femmes enceintes. On va commencer par la mère pour en parler parce que c'est les mères qui donnent les enfants. Donc, chez la femme enceinte, lorsqu'elle fait le paludisme, il y a d'abord le risque pour elle de faire une forme grave. Comme on l'a dit, son système immunitaire est faible et malheureusement, ça peut l'emporter. Mais également, elle peut, du fait de la réduction des échanges entre elle et son bébé, du fait de l'infection, ça va réduire le développement de l'enfant, avec un risque naturellement de mettre au monde un enfant de faible poids de naissance, d'interrompre précocement la grossesse, ce sont les prématurités, mais également de mettre au monde un enfant qui est anémié. Ce sont les principales complications que la femme enceinte peut avoir au cours de la grossesse, pour elle-même et pour le bébé qu'elle porte. Pour l'enfant, les complications peuvent atteindre tous les organes, et nous avons parlé essentiellement du système nerveux, c'est pourquoi ces enfants vont convulser. Il peut y avoir malheureusement des atteintes au niveau rénal, avec un risque donc d'insuffisance rénale, et également des fois une atteinte au niveau du foie avec des enfants qui vont présenter des ictères. Donc, il y a également l'atteinte au niveau des voies respiratoires avec un risque de difficultés respiratoires, de détresse respiratoire. Donc, vous voyez, le plasmodium peut aller partout et lorsqu'il se trouve au niveau d'un organe où il se multiplie en grande quantité, il diminue la capacité de fonctionnement de cet organe avec comme conséquence les manifestations, mais également les risques de décès de ces enfants-là. Donc, voici les principales complications. Ok, mais quand il n'y a pas de décès, ça c'est vraiment la conséquence la plus grave. Quelles peuvent être les séquelles du paludisme, ceux qui vont survivre? Ceux qui survivent, justement, ça va dépendre de l'organe qui a été atteint. Quand on prend le système nerveux, quand la personne convulse et fait le coma pendant un certain temps, il peut garder des séquelles avec des fois une baisse de la force musculaire ou bien une perte de la force musculaire d'un côté, qu'on appelle l'hémiplégie, mais également des fois une atteinte au niveau même de la capacité de parler. Il ne peut plus parler, devient muet. La cécité peut s'observer également, la surdité peut s'observer. Mais certains enfants n'ont pas de manifestations nettes comme séquelles, mais vous allez les voir faire des convulsions itératives après, c'est l'épilepsie. Ça, ce sont des complications sur le plan neurologique. Mais sur le plan rénal, vous voyez, l'insuffisance rénale peut être une des conséquences. Elle peut être aiguë, mais certains enfants, si la prise en charge n'est pas correcte, ça peut conduire à l'insuffisance rénale chronique. Et vous voyez, ce sont des situations qui sont très graves, difficiles à prendre des fois en charge. Il faut, pour les complications neurologiques, assurer une bonne prise en charge très précoce pour éviter toutes ces complications-là. Depuis quelques semaines, des scientifiques du Burkina Faso ont mis au point un nouveau vaccin contre le paludisme avec une efficacité de 77%. Le R21 Matrix M, c'est le nom de ce nouveau vaccin made in Burkina Faso. Une bonne nouvelle passée inaperçue pour certains et appréciée par d'autres. Suivez plutôt. Êtes-vous au courant que des chercheurs burkinabés ont trouvé un nouveau vaccin contre le palu ici au Burkina? Ah bon? Je ne suis pas au courant. Au Burkina ici même. Mais ça, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose pour notre pays. Et tu t'imagines, notre pays a eu un vaccin contre le palu. Nous pouvons aider les autres pays aussi. Pour le moment, je ne suis pas au courant de ça. Mais si c'est le cas, c'est une très bonne idée. Parce que ça trouve que maintenant qu'on travaille bien, que bon, on n'est pas assis. Ouais, vu que le palais tue beaucoup. Je n'ai pas eu vent de cette information. Mais si tel est le cas, c'est déjà super. Franchement, c'est une chose à féliciter. Dire qu'on a eu enfin vraiment un vaccin contre ça, je pense que ça, c'est vraiment à féliciter. Ça veut dire que les Burkinabés sont à pied d'œuvre pour les questions vraiment de santé. J'ai appris ça à peine 2 ou 3 semaines comme ça.
avec les informations de la radio et de la télé. Ça a trop traîné même, on devait avoir ça avant même, ça, parce que le palu a fait trop de dégâts au Burkina, puis en Afrique de l'Ouest même. C'est une maladie tropicale qui nous fatigue chaque année, on parle de palu. S'il y a un vaccin, tant mieux. J'avais entendu des rumeurs, mais je ne savais pas que c'était OK. Ça va nous aider beaucoup. C'est vraiment palu là, c'est pas simple. Les gens en parlent, mais je n'ai pas la confirmation que c'est trouvé. Là, c'est une très bonne chose. Si nos chercheurs même arrivent à se débrouiller pour trouver des vaccins sur place, je crois que ça nous empêche d'aller chercher ailleurs. Moi, je pense qu'ils sont encouragés, sinon même à les aider à faire plus. Je viens d'avoir l'information par vous-même, sinon je ne savais pas, je n'étais pas au courant. Vraiment, c'est une très très bonne chose, vu que le palu est une maladie qui nous fatigue beaucoup au Burkina. Ça fatigue les enfants, ça fatigue les parents. Nous en perdons beaucoup à cause du palu. Et puis, bon, c'est quelque chose qui nous revient très très cher chaque année. Moi, personnellement, je n'ai pas d'argent, sinon j'allais financer ça. Il y a le palu depuis qu'on n'est pas nu. Il n'y a pas de vaccin pour ça. Et aujourd'hui, dans mon propre pays, on a eu un vaccin pour ça. Mais c'est très bien. Le R21 Matrix M, un candidat vaccin contre le paludisme en phase d'expérimentation au niveau de l'unité de recherche clinique de Nanoro. Depuis plus d'une dizaine d'années, c'est le professeur Ali Doutinto qui conduit ces recherches cliniques avec la fin de la phase 2 pour un taux d'efficacité de 77%. Aujourd'hui, la phase 3 est lancée, une phase qui suscite de l'espoir quant à un éventuel vaccin contre le paludisme et ce sera une prouesse 100% burkinabé. Le reportage de Konsoum Koulibaly de Issa Kanana. Unité de recherche clinique de Nanoro. Le bout du tunnel n'est plus loin pour le R21 Matrix M, le vaccin contre le palu. C'est la phase des essais cliniques, la phase 1 concluante, la 2 satisfaisante à plus de 75%. Depuis plus d'une dizaine d'années, le professeur Alidou Tintou et son équipe mènent ici des essais cliniques sur le candidat vaccin 100% burkinabé contre le paludisme. Au service d'accueil de l'unité ce matin, 34 enfants sont là pour la vaccination après un travail d'identification sur le terrain. C'est le début de la phase 3. Quand on va sur le terrain, il y a le DSS qui dresse une liste pour identifier les enfants et les amener à nous. Donc à ce niveau, c'est le premier contact. Donc nous vérifions pour savoir que les enfants qu'on nous a envoyés sont bien ceux qu'on a mentionnés sur les listes que voici. Donc c'est de vérifier que c'est bien tel enfant et effectivement c'est la maman. Ensuite vient la phase du consentement, un entretien avec les parents et c'est tout le processus qui est expliqué ici à la mère de l'enfant. Ça, c'est le document où on décrit tout ce qu'on va faire sur son enfant. On explique tout ce qu'on va entreprendre depuis le début jusqu'au bout des 2 ans, puisque les enfants seront suivis pendant 2 ans. Et on lui lit ça en moré, parce que c'est sa langue, et la langue qu'elle parle. Il y a toujours un témoin qui est là, qui assiste, et ce témoin sait lire et écrire, pour s'assurer que ce qu'on lui raconte en moré là, c'est ce qui est vraiment contenu ici. À la fin, si elle est d'accord, parce qu'on va lui dire, ça c'est un essai clinique. C'est la première fois que ce vaccin est utilisé à ce niveau avec plusieurs enfants. Et voilà les risques, parce que c'est un nouveau médicament. Voilà les avantages que vous avez à participer à l'étude, etc., etc. Après ces échanges, place à présent aux examens médicaux bien approfondis. Des examens pour s'assurer que l'enfant répond à l'ensemble des critères d'inclusion. Et une fois que cela est fait, nous procédons à leur inclusion dans l'étude. Après, bien sûr, la prise de sang et la vérification des résultats des examens de laboratoire qui aura été fait. Alors aujourd'hui, par exemple, cette maman qui est là actuellement, elle a passé le cap du screening et elle est venue pour la vaccination. Et avant de procéder à la vaccination, nous allons de nouveau vérifier que l'enfant est en bonne santé et que l'enfant n'a aucune contre-indication pour faire la vaccination. Et c'est à l'issue de cela que nous allons envoyer l'enfant pour la vaccination. Quand les enfants ont les vaccins,
on peut avoir ce qu'on appelle un effet anaphylactique. C'est-à-dire que l'enfant peut mal réagir. C'est pourquoi on préfère les garder 30 minutes à 1 heure pour nous assurer que l'enfant ne va pas faire une réaction défavorable avant de les libérer. Et là, vous avez un kit d'urgence où nous avons tous les produits pour prendre l'enfant promptement en charge s'il réagit mal. Et vous voyez là, c'est l'oxygène qui est connecté à nos bouteilles dehors pour que si l'enfant a besoin d'être oxygéné, on connecte directement et on couche l'enfant. Vous avez vu là-bas, c'est des moniteurs pour prendre les paramètres de l'enfant immédiatement après la vaccination. Parce qu'avant la vaccination, on a pris les paramètres. Après la vaccination, on va prendre encore les mêmes paramètres pour voir s'il y a une variation négative liée au fait que l'enfant a reçu le vaccin ou pas. Et s'il y a un problème, là, on a l'équipe d'urgence, on va tout de suite, on a de l'adrénaline, on a tout ce qu'il faut, on va tout de suite intervenir promptement et puis prendre l'enfant en charge. L'unité de recherche clinique de Nanoro, c'est toute une chaîne de l'identification des patients à l'administration du candidat vaccin en passant par tous les examens médicaux. Un travail de fourmi opéré par une équipe pluridisciplinaire dotée d'équipements de pointe. Les prélèvements que vous avez vus qu'on fait sur les enfants, on va les passer ici. On va les passer ici pour voir l'état de leur fonction rénale, leur fonction hépatique, mais également hématologique. Avec des essais cliniques concluants à plus de 75% en phase 2 sur un échantillon de 450 enfants, depuis une semaine, l'unité de recherche clinique de Nanoro a entamé la phase 3 du candidat vaccin contre le paludisme. Et pour cette phase, ce sont 1200 enfants qui seront concernés par ces essais cliniques. Ces 1200 enfants seront repartis, comme je dis, en 2 groupes. Un groupe va recevoir le vaccin, un groupe ne le recevra pas. On va donner un vaccin antirabique qui sera notre vaccin de contrôle. Ces groupes d'enfants seront suivis pendant 2 ans. Et à chaque fois, on va collecter toutes les informations en relation avec leur état de santé. Et au bout de 2 ans, nous allons analyser les données pour voir est-ce que les résultats que nous avons obtenus en phase 2, qui est que ce vaccin protège à plus de 75%, se confirment effectivement en phase 3. Alors il faut dire que cette phase 3 ne se fera pas seulement en Nanoro, parce qu'il y a 4 autres sites en Afrique, notamment un site à Dandé, dans la région de Haut-Bassin, et un site au Mali, un site en Tanzanie et enfin un site au Kenya. Donc on aura 5 sites et chaque site va recruter 1200 enfants, soit 4800 enfants sur toute l'Afrique. C'est la phase de l'espoir. La toute dernière, une fois concluante, va donner droit à l'homologation du vaccin anti-palu made in Burkina Faso. Mais en attendant, le seul moyen pour protéger les enfants du paludisme, selon le professeur Tinto, restent les mesures édictées par le ministère de la Santé. Professeur Tinto, nous venons de visiter à travers ce reportage l'unité de recherche de Nanoro. Avant de continuer, j'ai envie de savoir, est-ce qu'avec l'essai clinique, il n'y a pas eu de problème avec un enfant, des difficultés auxquelles vous étiez obligé de faire face? Parce que j'ai vu que des dispositifs sont déjà en place au cas où il avait des difficultés. Est-ce que vous en avez enregistré? Fort heureusement, non, parce que si vous voyez l'article qui a été publié dans le Lancet, on a été assez clair dans l'analyse de nos données pour montrer qu'il n'y a pas eu d'effet indésirable grave lié à ce vaccin. Sinon, comme tout médicament, tout vaccin, il y a forcément des effets indésirables qu'on appelle communément effets secondaires, mais en tout cas, les effets indésirables graves, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. D'accord. Donc, depuis quelques semaines, il y a cette nuée blanche qui est apparue du côté de l'équipe de chercheurs de Nanoro, une équipe qui est conduite par vous-même, avec le vaccin candidat R21 Matrix M. Qu'en est-il exactement? Alors, je vous remercie. Permettez-moi d'abord de rendre vraiment un hommage à toute l'équipe qui a travaillé avec moi et qui continue de travailler avec moi dans le processus justement du développement de ce vaccin. Et également rendre hommage à nos partenaires, parce que vous dites vaccin made in Burkina, mais ce n'est pas tout à fait vrai. C'est une collaboration, c'est un partenariat jamais égalé qu'on a mis en place pour le développement de ce vaccin. Alors il faut savoir qu'il y a quelques années, l'unité de recherche clinique de Nanoro, précisément en 2009, s'est engagée dans l'essai clinique de la première génération de vaccins qu'on appelle RTSS, qui a été synthétisé par la firme pharmaceutique GSK. Et ce vaccin a été testé sur 4 ans et a donné l'efficacité que vous avez connue, ça veut dire 56% sur une année et 39% sur 4 ans. Alors, bien entendu, ce n'est pas un tel vaccin qu'on désire, mais comme on dit, à défaut de sa mère, on teste sa grand-mère. 56% pour un vaccin contre le paludisme, c'était une prouesse déjà.
Alors c'est ainsi que l'OMS a recommandé que les chercheurs poursuivent le travail pour proposer à l'horizon 2030 un vaccin qui puisse protéger au moins à 75%. Et donc, on s'est inspiré un peu de ce qui n'a pas marché dans la RTSS et ce qui a également marché. Et c'est dans ce contexte que l'Université d'Oxford, qui est notre partenaire dans le cadre de ce projet, par la magie de la biotechnologie, est arrivée à modifier justement la protéine RTSS pour la rendre beaucoup plus immunogène. Et vous voyez qu'on garde toujours le R comme RTSS et le 21 pour le 21e siècle. Parce que RTSS a été développé au 20e siècle et on pense que c'est une nouvelle génération qui arrive. C'est pourquoi on lui a donné le nom R21. Alors ce R21 a été testé pour son efficacité pour la première fois au Burkina par des chercheurs burkinabés qui ont pu démontrer en tout cas qu'on pouvait atteindre les objectifs qui ont été définis par l'OMS à l'horizon 2030. Et ça a été une prouesse parce que 9 ans avant l'échéance, nous sommes arrivés justement à démontrer que ce vaccin pouvait protéger les enfants à 77%. Voilà un peu le processus. En tout cas, bravo à vous. Encore félicitations. Merci. Docteur Tougré, quelle appréciation faites-vous de ces résultats? Merci beaucoup. Je pense que les téléspectateurs l'ont déjà dit. Au niveau du programme national, au niveau du ministère de la Santé, nous avons accueilli avec une grande joie en fait cette nouvelle parce que depuis longtemps on attendait en fait un vaccin qui va nous aider à atteindre nos objectifs. Donc c'est vraiment avec une grande lueur d'espoir pour l'atteinte de nos objectifs de lutte contre ce fléau. Depuis l'Antiquité on cherche, donc ça nous réjouit. Et nous attendons impatiemment, comme tous les autres bouquets, que la phase 3 soit aussi concluante, que nous puissions avoir aussi 77% pour pouvoir crier victoire et pouvoir avancer dans la lutte contre ce fléau. Justement, vous venez de le dire, depuis l'Antiquité, le paludisme existe. Qu'est-ce qui explique la difficulté à mettre en place un vaccin contre cette maladie? Comparativement à la COVID-19, qui en une année, il y a une pléthore de vaccins. Qu'est-ce qui explique ça? Alors, il faut savoir que le paludisme est dû à un parasite. Et la COVID-19 est liée au SARS-CoV-2, qui est un virus. Déjà, quand vous prenez les deux micro-organismes, il y a une différence. En ce sens que si vous prenez sur une échelle de complexité, s'il faut définir, le virus va se situer peut-être au niveau 10 de l'échelle, pendant que le parasite sera au niveau 30. À titre d'illustration, le plasmodium, il est tout petit, mais c'est 14 chromosomes, c'est plus de 5000 gènes. Et quand vous prenez le virus de la COVID, c'est juste 12 gènes. Regardez, 5012. Et donc, quand vous prenez le parasite, il va rentrer par le biais du moustique dans votre corps. Arrivé dans l'organisme, il va aller dans le foie, il sort du foie, il est dans la circulation sanguine, ensuite il rentre dans le globule rouge, il ressort, le moustique le prend. Donc vous avez au moins 4 stades. Alors comment vous pouvez le tacler au niveau de ces 4 stades? Ça c'est le défi. Et donc l'idée qu'on avait avec nos partenaires de l'Université d'Oxford justement, c'était de proposer des vaccins qui taclent les 4 stades. En commençant par R21, qui tacle le premier stade, ça veut dire empêcher le parasite de rentrer dans votre foie. Et on a été surpris de voir qu'avec seulement R21, on avait 77%. Sinon, c'est un travail qui était prévu pour aller sur les 4 stades. Alors, pour revenir et vous dire que 5000 gènes, on ne sait pas pourquoi c'est un gène code, parce que pour les téléspectateurs, le gène, c'est celui-là qui commande vos cellules de produire les protéines. Par exemple, l'hémoglobine transporte l'oxygène dans votre sang. C'est un gène qui dit produisez l'hémoglobine. Donc, il y a 5000 gènes et l'homme a 25 000 gènes. Donc, ça veut dire que ce n'est pas très loin de l'être humain. Alors que le virus, lorsque vous le prenez, il a une seule porte d'entrée dans la cellule, qui est sa protéine spike. On sait ce que c'est, on va tout de suite, on bloque. Mais le parasite, vous ne savez pas où bloquer. Vous bloquez ici, ça passe ici. C'est ce qui explique que c'est très difficile de mettre au point justement un vaccin contre le paludisme. La deuxième chose, c'est également les finances. Il faut reconnaître qu'avec Covid-19, il y a eu une mobilisation jamais égalée sur le plan international. Et c'est environ 24 milliards d'euros qui ont été investis tout d'un coup pour la recherche. Alors quand vous prenez le paludisme, depuis l'Antiquité, je ne pense pas qu'on a encore reçu ce volume de financement. Donc, parce que c'est une maladie tropicale qui peut-être n'attire pas beaucoup, et parce que le retour sur investissement est très lent, alors que vous voyez déjà qu'avec la COVID-19, le retour sur investissement sera immédiat parce qu'on va vacciner toute la population en Europe
C'est l'objectif en tout cas. Et ici, c'est parce qu'on n'a pas les moyens, sinon également, ça l'aide toute la population. Donc, vous voyez le marché que ça peut générer. Voilà un peu les raisons qui font que c'est plus difficile, mais c'est surtout la complexité du parasite. Mais pourquoi ce candidat vaccin est considéré comme un Graal en matière de recherche? Alors, c'est considéré comme un Graal parce que de tous les vaccins qui existent dans le monde, il y a une trentaine. La plupart de ces vaccins sont orientés soit contre des virus ou contre des bactéries. Il n'y a quasiment pas de vaccin orienté contre un parasite humain. Et donc, c'est vraiment un Graal si on arrive aujourd'hui à proposer quelque chose qui puisse bloquer l'entrée des parasites chez l'homme. Et c'est en cela que le vaccin R21, justement, va participer à l'atteinte des objectifs de faire de ce vaccin un Graal. Mais depuis combien d'années vous travaillez sur ce projet? Parce qu'il y a eu la première phase, la deuxième phase, nous sommes en train d'amorcer la troisième phase. Depuis combien d'années vous êtes sur ce projet? Alors, comme je l'ai dit tantôt, la protéine R21 a été synthétisée par l'Université d'Oxford en se fondant sur l'expérience des RTSS. Ça a été synthétisé pour la première fois en 2010. Nous sommes aujourd'hui en 2021. Ça veut dire ça fait déjà 11 ans. Il nous reste encore environ 3 à 4 ans. Donc, il faudra peut-être 15 ans pour que ce vaccin-là puisse être utilisé par les populations. Il faut dire que dans le processus de développement d'un médicament, d'un vaccin, il y a plusieurs phases. Et ça, c'est important pour les téléspectateurs pour qu'ils comprennent. On ne prend pas le médicament ou le vaccin et on vient commencer à tester sur la population. Non. Il y a des phases précliniques au laboratoire. Ensuite, quand on arrive en phase 1, on essaie de voir d'abord la sécurité. On ne s'intéresse même pas à l'efficacité. Est-ce que ce vaccin ne tue pas? Alors, si on se rend compte que ça ne tue pas, on peut penser maintenant à l'efficacité en phase 2, où on fait la preuve du concept. C'est ce que nous avons fait avec R21. Et une fois qu'on a une efficacité, on va confirmer cela en phase 3. Et donc, vous ne pouvez pas développer un vaccin ou un médicament en moins de 10 ans. Ce n'est pas possible. Donc, ça va nous prendre peut-être 15 ans pour développer ce vaccin R21. Oui. Mais est-ce que vous pouvez revenir, nous décrire un peu les différentes étapes de ce candidat vaccin? Alors, 11 ans, comment cela s'est passé? Alors, c'est ce que j'expliquais tantôt. Il y a les phases précliniques et les phases 1 ont été... Cela consistait en quoi exactement? Alors, les phases précliniques, vous allez isoler le parasite de l'organisme, parce que c'est possible, ça veut dire vous prélevez le sang, vous lavez le sang, vous isolez le parasite à partir du globules rouges, vous les mettez en contact avec des protéines, vous essayez de voir, ça c'est la recherche vraiment fondamentale, vous essayez de voir est-ce que si on administre le vaccin, comment ça va agir vis-à-vis des cellules humaines. Quand vous franchissez cette étape, vous allez chez les animaux, par exemple chez des singes, chez des chiens, chez des rats, chez des souris, etc. Et vous voyez comment le vaccin se comporte. Et lorsque vous avez une certaine assurance, vous allez aller progressivement et faire les premiers essais chez l'homme. Et là, vous partez avec de petits échantillons, parce qu'il faut être très prudent. C'est la première fois que vous l'utilisez chez un être humain. On va laisser des dizaines de personnes. Et lorsque vous êtes rassuré par rapport à la sécurité, vous venez et vous regardez maintenant en phase 2. Ça ne tue pas, c'est bien toléré, mais à quelle dose je peux donner ce produit sans causer de dommages? Vous utilisez des doses fortes, des doses faibles, des doses moyennes, etc. Et vous ciblez votre dose que vous allez transporter maintenant pour la phase 3 et tester maintenant dans une grande population de milliers et de milliers d'enfants. Donc c'est ce qui fait que le processus est assez long, et parce qu'il s'agit de vies humaines, donc il faut aller très prudemment. Mais à l'arrivée, on respecte justement toutes ces caractéristiques éthiques, déontologiques. Et c'est pourquoi les essais cliniques sont très encadrés. Et le professeur Koïta, le président du comité d'éthique pour la recherche en santé, c'est lui qui examine justement nos protocoles pour nous donner des autorisations. Et il y a l'Agence nationale de régulation pharmaceutique. Et donc il y a tout un encadrement qui assure que les populations ne sont pas en danger lorsqu'elles participent justement à ces essais cliniques. D'accord, vous avez dit que la dose protectrice sera accessible aux populations d'ici 3 ans? À peu près d'ici 3 ans. 3-4 ans. C'est ça. D'accord. Il protège à 77%. Qu'est-ce qui est prévu pour les 23 autres pourcents qui ne seront pas protégés par le vaccin, malgré l'administration? C'est une très très bonne question, parce que lorsque vous regardez même les vaccins Covid actuellement, il y en a qui protègent à 90%, mais il y en a qui protègent à 70%, comme le vaccin de Johnson & Johnson. Donc, je vous ai expliqué la complexité. Il y a toujours des parasites qui vont échapper au vaccin. Et c'est ça qui représente les 22%, les 23% que vous avez énumérés. Et donc, nous pensons que si ce vaccin, en phase 3, confirme son efficacité et enregistré, sera utilisé probablement en complément des autres mesures préventives
qui existent actuellement. Mais ce qui est important de noter, c'est que le coordinateur a parlé de 11 millions de cas. Ça, c'est les cas qui sont rapportés par nos formations sanitaires. Au niveau des communautés, il y a des cas qui échappent au système d'information sanitaire. Donc je dirais que peut-être on rapporte près de 15 millions de cas par an. Imaginez-vous qu'on réduit cela de 77%. C'est très important. Et il a dit tout de suite l'impact économique du paludisme. Ça veut dire qu'on va sauver beaucoup des ressources, comme il a dit, qu'on peut réinvestir dans la construction d'hôpitaux, etc., etc. Donc les 23%, je pense qu'en utilisant les mesures préventives qui sont recommandées par le Programme national de lutte contre le palu, en plus de vaccins, on arrivera justement à circonscrire et faire en sorte que ces 23% également puissent éviter le paludisme. D'accord. Donc, chers téléspectateurs, vos questions sont attendues au 25 31 83 53. Nous allons découvrir vos questions avec Viviane Tiendrebego. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié. Alors, c'est un sujet qui intéresse les téléspectateurs. Madame Sinare à Ouagadougou se demande comment chacun peut s'engager concrètement pour la lutte contre le paludisme. Elle pose la question en référence au thème de la lutte cette année. Mademoiselle Alida Semporé est en classe 5e, elle est à Ouagadougou. Elle a entendu au début de l'émission parler de symptômes polymorphes du paludisme. Qu'est-ce que cela veut dire? Monsieur Dabiré nous a appelé de Diebougou. Il se demande, lui, si on peut espérer vraiment venir à bout du paludisme. Il propose que vous adoptiez, par exemple, une stratégie comme celle qui a été utilisée pour venir à bout de l'onchocercose. Est-ce que, son autre question, est-ce que le vaccin seul peut permettre d'éradiquer le paludisme? Monsieur Boukari Zeba nous a appelé de Ouagadougou. Sa société a développé des répulsifs contre les moustiques à base, entre autres, d'huile de Nîmes. Il se demande pourquoi les structures publiques ne s'intéressent pas à des initiatives comme la leur, comment les prendre en compte dans la lutte pour venir à bout du paludisme. Madame Mariam Gira est à Dano. Elle a entendu que les personnes drépanocytaires faisaient très rarement le palu. Est-ce que cela est vrai? Si oui, comment est-ce qu'on explique cela? Monsieur Bourema Nyambré nous a appelé de Ouargaï. Il a plusieurs questions. Il se demande si le paludisme se manifeste de la même manière chez tout le monde. Il pose la question parce qu'il a entendu des symptômes dont vous avez parlé au début de l'émission. Et son autre question touche la gratuité de l'accès aux soins pour les enfants et les femmes enceintes. Il a constaté que dans certaines structures périphériques, surtout dans les villages, il y a souvent des ruptures de médicaments de lutte contre le palu, des antipaludéens. Comment vous entendez trouver solution à ces situations-là? Est-ce que déjà vous êtes au courant de ces situations? Comment vous entendez trouver solution à ces situations que vivent certains CSPS? Sa dernière question, c'est en cas d'hospitalisation d'un paludéen, on voit que dans les hôpitaux, dans les CSPS, ils sont à côté de personnes qui ne souffrent pas de palu. Comment on fait pour rompre la chaîne de transmission pour que ces paludéens-là ne transmettent pas le paludisme à ceux qui sont là pour soigner d'autres maladies? Madame Vanessa Sanou nous suit à Bobo-Dioulasso. Elle est déçue, dit-elle, quand elle regarde la physionomie des villes comme Bobo-Dioulasso et Ouagadougou, et elle s'explique. Les eaux stagnent partout, même en saison sèche. On a de plus en plus des cas de palu, alors qu'avant c'était uniquement pendant la saison des pluies. Les caniveaux sont pleins parce que certains connectent leurs toilettes là-dessus et voilà, on vidange les eaux de toilettes dedans. Quelle collaboration vous entretenez, vous en chargé de la lutte contre le palu? Quelle collaboration vous entretenez avec les mairies pour pouvoir venir à bout de ces cas d'incivisme, si on peut les appeler ainsi? Elle se dit que le vaccin seul ne suffira pas et qu'il faut explorer des solutions comme celle-là. Mademoiselle Sanou
à Bobo-Dioulasso a entendu parler de contre-indications tout de suite dans l'émission à ce vaccin. Quelles sont ces contre-indications-là pour ceux qui veulent tester le vaccin? Pourquoi est-ce qu'on administre les vaccins qu'aux enfants? Est-ce à dire que quand le vaccin sera au point, on ne l'administrera qu'aux enfants? Est-ce que les adultes peuvent avoir l'espoir de se faire vacciner? Monsieur Dera à Ouagadougou se demande si l'artémisia est une solution curative contre le paludisme. C'est tout pour les questions des téléspectateurs d'aujourd'hui. Donc, question des téléspectateurs. Madame Sinare Awaga, donc, monsieur le coordonnateur, Dr Tougri, elle se demande par rapport au thème, c'était chacun, comment elle se demande comment chacun peut s'engager concrètement pour lutter contre le palu. Donc, elle pose la question en référence au thème de la lutte cette année. Ok, merci beaucoup à Madame Sinare pour cette question. Effectivement, nous avons demandé cette année à ce que tout un chacun s'engage à lutter, que ce soit du côté de la société politique, que ce soit du côté du privé, que ce soit du côté en fait de la société civile, que chacun joue sa partition, prenne sa responsabilité et puisse en fait s'engager. Et comment s'engager? C'est avoir des comportements pour protéger son voisin, pour se protéger et protéger ceux qui sont à côté de soi contre le palu. On voit, beaucoup l'ont dit, le paludisme, c'est le moustique. Il faut que le moustique il vit dans l'eau. Si chacun peut, en fait, de façon s'engager à faire autour de lui aménager son cadre de vie, on protège. On voit aussi qu'il y a aussi des grilles qu'on peut mettre au niveau des fenêtres, qu'on peut dormir sous moustiquaire. C'est s'engager à adopter, en fait, assainir son milieu de vie et adopter des comportements pour se protéger et protéger ses proches de cette maladie-là. Professeur Koïta, vous avez parlé du symptôme polymorphe du palu. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est la question de mademoiselle Simporé Alida. D'accord, merci. Ça signifie simplement que les signes là sont variables. Et il y a plusieurs signes. Et peut-être ça rejoint une question qui est derrière par rapport en fait, comme vous voyez les nombreux signes, chacun a finalement sa façon globalement de faire le paludisme. En dehors des symptômes fièvre qui est commun, on peut avoir plusieurs autres signes qu'on peut observer. Et ces signes sont variables selon les patients. Et c'est pourquoi on dit que les signes sont polymorphes. C'est plusieurs formes. Il y a la question de M. Dabiré, professeur Tinto. Il se demande est-ce que vraiment on peut espérer venir à bout du paludisme. Il propose une stratégie, comme ce fut le cas pour l'onchocercose. Est-ce que le vaccin à lui seul peut permettre d'éradiquer le paludisme? C'est plusieurs questions en même temps. Oui, je pense que ce qu'il propose pour l'onchocercose, ça a été expérimenté avec le paludisme. Hein. Il y a eu cette approche de lutte antivectorielle en utilisant le DDT à grande échelle. On a vu rapidement qu'on a développé des résistances. Les moustiques résistaient aux insecticides. Ça compliquait encore les choses. Alors, au risque de le décevoir, je dirais qu'au stade actuel, des outils dont on dispose pour la lutte contre le paludisme, on est loin de pouvoir éradiquer le paludisme. Et le vaccin seul ne peut pas permettre aujourd'hui d'éradiquer le paludisme. En tout cas, c'est ce que je vais dire, parce que ça répond à une question où il y a une dame qui demandait justement les enfants, etc. Parce que jusqu'à présent, le vaccin, même s'il venait à être adopté et mis sur le marché, sera indiqué uniquement pour les enfants de moins de 5 ans. Et cela est lié à des raisons techniques, parce que tout simplement sur le plan immunitaire, l'enfant qui a un système immunitaire immature réagit mieux que l'adulte qui est piqué depuis sa naissance jusqu'à maintenant. C'est comme si son système immunitaire était saturé, n'arrive plus à réagir, ne voit même plus le parasite comme un étranger. Il voit le parasite comme un compagnon parce que nous vivons avec le parasite au quotidien. Ça fait que notre système immunitaire n'arrive plus à réagir comme celui de l'enfant
qui est encore immature et qui réagit très vite. Et donc, il y a des recherches sur une piste, il y a des pistes de recherche effectivement sur les vaccins qu'on peut utiliser chez les adultes, mais uniquement dans des zones où le paludisme a reculé. Voilà. D'accord. Il y a la question de M. Zeba Boukari. Il a, docteur Tougri, il dit que sa société a mis en place, a développé des répulsifs contre les moustiques à base de Nîmes, entre autres. Donc, il se demande pourquoi les structures publiques, vous n'associez pas ces produits dans votre lutte. Je pense que c'est des initiatives. C'est des initiatives que nous louons. Je dis toujours au stade de la lutte actuellement contre cette pandémie, c'est comme entre David et Goliath. Nous ne savons pas c'est quelle pierre qui va venir en fait tousser la partie sensible pour que nous puissions arriver. Donc toutes les initiatives sont les bienvenues. Nous avons des commissions spécialisées en fait de lutte antivectorielle. Le professeur Fla est un de nos présidents de la commission spécialisée prise en charge et puis prévention médicamenteuse. Donc c'est au niveau de ces instances en fait qu'on évalue en fait pour regarder est-ce que s'il y a une stratégie qui a été comment on appelle développée par en fait localement, qu'on puisse voir est-ce que on peut faire la promotion. Et je pense que ils seront les bienvenus. La démarche, c'est quoi? C'est d'approcher en fait le programme pour qu'on puisse voir comment on peut, parce que toute trouvaille doit être évaluée et voir est-ce qu'on peut, comme le vaccin qui suit en fait des procédures pour être comme vulgarisé, qu'on puisse voir quelles sont les étapes, quelles sont les gardes pour ne pas exposer nos populations aussi à d'autres effets qu'on veut en voulant sauver en fait. Donc c'est pour dire que nous sommes ouverts. Il peut approcher pour qu'on puisse discuter et voir comment on peut accompagner à ce que cette trouvaille puisse en fait être vulgarisée au niveau du public. Oui, parlant des répulsifs, ça me fait penser au muxico-spiral que toutes les familles utilisent depuis belle lurette. Est-ce que ce que vous dites, il y a eu des études pour voir si c'est bien pour la population ou pas? Je profite de vous poser cette question. Nous n'avons pas en fait d'études, mais tout ce qui est à long terme, comme ça peut entraîner, il y a des gens qui font des réactions naturelles, mais le fait que le moustique, et vous voyez même qu'au fur et à mesure, les moustiques même résistent en fait à ces spirales qu'on utilise. C'est dire que en fait au fur et à mesure qu'on avance, on évalue en fait la pertinence et l'efficacité en fait de nos interventions. À un moment donné, ça fait effectivement ses preuves, mais nous n'avons pas en fait de spirale qu'on dit c'est ça qu'il faut utiliser parce que en fait il n'y a pas encore, n'a pas encore démontré vraiment les effets qu'on peut, en fait, nous préconisons toujours de dormir sous moustiquaire parce que et d'utiliser, de porter des habits manches longues pendant les périodes dans les soirées pour éviter, si on est dehors, pour éviter et d'utiliser parce que beaucoup, effectivement, de répulsifs ou bien sont pilules, mais qui n'ont pas encore été testés pour qu'on puisse, en fait, voir quelle est leur efficacité ou bien leur toxicité par rapport à la peau, par rapport à ce qu'on inhale. Professeur Koïta, il y a la question de Mme Guira Mariam. Elle a entendu que les personnes drépanocytaires font rarement le palu. Est-ce vrai? Si oui, comment cela peut s'expliquer? Effectivement, pour être le plus simple possible, le plasmodium, le germe du paludisme, a besoin d'oxygène pour se multiplier. Alors que le drépanocytaire, naturellement, n'a pas suffisamment d'oxygène. Donc c'est ça qui fait que le plasmodium ne peut pas bien se multiplier dans les globules rouges du drépanocytaire. Et par conséquent, le drépanocytaire fait rarement le paludisme. Malheureusement, quand il fait un paludisme, c'est une forme sévère. Et c'est pourquoi, dans les stratégies de lutte et de prévention, surtout, les drépanocytaires font partie des personnes qu'il faut protéger. Il ne va pas faire beaucoup de paludisme, mais le jour qu'il va faire un paludisme, ça sera une forme grave et il peut en mourir. D'accord. Ok, vous avez déjà répondu à la première question de M. Brema Yambré, la question relative aux manifestations. D'un individu à un autre, les manifestations peuvent changer.
Donc, la deuxième question, docteur Tougri, c'est l'accès aux soins pour les enfants et les femmes enceintes. Il a constaté que dans certaines structures, il y a des ruptures à médicaments dues ou non au paiement des factures. Comment entendez-vous trouver solution à ces situations que vivent certains CSPS? Est-ce que vous êtes au courant même? Oui, merci aux téléspectateurs de ces ruptures. Merci aux téléspectateurs pour effectivement cette question qui est une question d'actualité au niveau du programme, au niveau du ministère de la Santé, parce que les médicaments qui sont en fait disponibles au niveau des formations sanitaires, il y a un certain nombre il y a des ruptures. Ça, c'est un constat. Mais le ministère travaille. Ça veut dire que les ruptures sont de plusieurs causes. Des fois, il y a des ruptures au plan international. Dernièrement, avec la COVID, il y a des situations là où pour importer les produits, c'est difficile. Mais il y a aussi des problèmes liés peut-être aux commandes. Au niveau des formations, on ne suit pas bien les stocks. Donc, il y a un certain nombre de problèmes qui peuvent, sinon, en matière d'intrants de lutte contre le paludisme, on peut s'en féliciter. L'État et ses partenaires, depuis un certain temps, met les moyens pour qu'on puisse, en fait, avoir au niveau, en tout cas de la CAMEC, les intrants disponibles pour prendre en charge, en fait, le paludisme. Donc, c'est au niveau de la chaîne d'approvisionnement qu'il y a des problèmes, mais nous travaillons à informatiser cette chaîne-là et de voir comment nous sommes en train de mettre en œuvre une stratégie en phase pilote pour le médicament arrive au 0 km, pour approcher en fait le médicament. En fait, on vous a dit, aux populations, on vous a dit que même pour les antipaludistes, au niveau des ASBC, nous disponibilisons pour qu'ils puissent en fait faire les tests de diagnostic rapide et prendre en charge avec les ACT. Ça veut dire que, bon, il y a des situations qui sont malheureusement constatées, des ruptures que nous travaillons. Nous sortons aussi régulièrement pour regarder et quand on est interpellé, voir comment on peut résoudre rapidement, en fait, ces ruptures-là. Et en cas d'hospitalisation, comment éviter que les paludéens ne contaminent les autres qui ne souffrent pas de palu? Professeur Tinto. Ben, je pense que même en cas d'hospitalisation, les mêmes mesures préventives doivent être observées. Et je ne sais pas si le clinicien peut... voilà. Oui, effectivement, c'est essentiellement l'utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Non, ce que je crois, par exemple, la personne est hospitalisée, je prends Ayalgado. Oui. Donc, Ayalgado, sur les lits d'hôpital, il n'y a pas de moustiquaire à commencer déjà. Oui. Donc, l'accompagnant, la personne qui est là, qui accompagne le malade, quelles sont les dispositions que la personne doit prendre pour que s'il y a piqûre de moustique entre le malade et puis après le patient qui est à côté, pour rompre la chaîne de transmission? Je crois que... En fait, on a tellement parlé de ça. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, la distribution des moustiquaires, il y a plusieurs types de distribution. La distribution universelle, il y a la distribution ciblée. Donc, chacun est censé, en réalité, avoir sa moustiquaire. Donc, quand on est hospitalisé, on doit amener ça. Parce que la gestion est très difficile. Si vous mettez une moustiquaire sur un lit, après, quand le malade va sortir, vous en faites quoi? Sauf s'il part avec sa moustiquaire. Il y a des tentatives. Le programme national de lutte contre le palu, représenté par le docteur Gauthier ici, nous a remis plusieurs fois des moustiquaires. Ce qu'on a pensé bon faire quand le malade est hospitalisé, les premières personnes qui viennent vont être hospitalisées, mais à la sortie, ils repartent avec. Donc l'idée est que chacun en venant vienne avec sa moustiquaire. Et naturellement, en repartant, il va repartir avec. Je voudrais ajouter, effectivement, c'est un problème au niveau du plan stratégique 2021-2025. Nous avons prévu qu'il faut qu'effectivement, il y ait beaucoup de moustiquaires au niveau des formations sanitaires. Et c'est vrai que le professeur l'a dit, normalement, chaque Burkinabé doit avoir un moustiquaire. Parce qu'il y a chaque 3 ans, on distribue au niveau. Et en plus de ça, chaque femme enceinte a droit à un moustiquaire. Et chaque enfant de moins d'1 an a droit à un moustiquaire. Donc c'est pour couvrir un peu les gaps là où les gens n'ont pas de moustiquaire. Et nous voulons interpeller la population. Quand vous êtes malade et que vous allez à l'hôpital, amenez votre moustiquaire pour vous protéger pendant la durée de votre hospitalisation.
Il y a Madame Vanessa Sanou qui nous suit depuis Bobo Dioulasso. Elle est déçue quand elle regarde Bobo et Ouaga. Elle s'explique que les eaux stagnent partout. Bon, avant, effectivement, la période de palu, c'était pendant la saison pluvieuse où il y avait beaucoup d'eau. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de changement. Les gens utilisent des caniveaux pour évacuer les eaux usées, les eaux de toilette, tout et tout. L'eau stagne partout, l'eau sale surtout dans les quartiers, dans les caniveaux. Donc, est-ce que vous, en tant que coordonnateur du programme de lutte contre le palu, est-ce que le programme a envisagé quoi avec les mairies, les communes, pour s'associer, élaborer des stratégies pour éviter que ces eaux stagnent, en tout cas améliorer l'espace de vie des populations, afin quand même de réduire les contaminations? Merci beaucoup pour cette question. Je pense que vous touchez un peu du doigt ce qui fait que le paludisme continue toujours de faire des victimes dans nos... C'est vraiment l'assainissement de notre milieu de vie. Et notre combat auprès des mairies, c'est vraiment comment on peut faire pour qu'on puisse ensemble sensibiliser et pouvoir revenir sur un certain nombre de BABA. Nous voyons... non, mais pour le moment, avec le programme, n'a aucun... Non, on a des contacts, on a des instances. L'association des mairies est avec nous tous les jours dans la commission dont professeur Fla est président, pour pouvoir voir quelles sont les stratégies, pour pouvoir communiquer avec les mairies de ce que le programme peut proposer pour pouvoir aider. Nous sensibilisons régulièrement aussi par rapport, en fait, surtout à l'assainissement. Et dès que nous avons l'opportunité de rencontrer, en fait, les mairies, il y a des rencontres qui se font avec ces différentes structures-là pour voir comment on peut... Mais comme on dit, en fait, on n'est pas encore arrivé parce qu'au niveau des mairies, c'est un problème aussi, en fait, de moyens, pour pouvoir en fait sortir pour les caniveaux, pour essayer de voir. Mais nous continuons le plaidoyer pour que au niveau de ces structures-là, on puisse vraiment savoir que le paludisme vient en fait de cette situation. Parce que le vaccin à lui seul ne suffit pas, comme l'a dit le professeur Tinto. Peut-être si toutes ces dispositions sont prises, ça peut permettre de réduire drastiquement les contaminations. Oui, Madame Dao, c'est ce qu'on voulait en fait, c'est là aussi l'engagement, c'est ça l'objectif même du thème, que chacun s'engage. Parce que c'est pas une affaire seulement en fait de la mairie, c'est pas une affaire seulement du programme, c'est une affaire de tout le monde. Il faut que chacun s'engage. Si chacun au niveau de son périmètre puisse vraiment assainir son milieu, nous allons arriver à bout en fait de ce paludisme. Il y a Madame Sanou Valérie, elle, c'est la contre-indication par rapport au vaccin, professeur Tinto. C'est quoi les contre-indications? C'est vrai que c'est un candidat vaccin, c'est pas encore disponible. Et pourquoi on ne l'administre pas, on ne l'administre qu'aux enfants? Parce que est-ce à dire qu'il sera, quand il sera au point, c'est les enfants qui seront prioritaires ou alors tout le monde aura accès dès les premiers moments? Je pense que la téléspectatrice fait allusion à ce que le pédiatre a dit dans l'élément qui a été présenté. Il s'agit pour nous de voir non seulement l'efficacité du vaccin, mais également les effets indésirables. Ça veut dire la tolérance, la sécurité d'usage du vaccin. Alors, si vous prenez par exemple un enfant qui est malade et vous le vaccinez, si vous observez des effets, est-ce que vous allez lier ça au vaccin ou à la maladie? Voilà la difficulté. Donc, quand les enfants arrivent à nous fébriles et présentent des pathologies, ça constitue pour nous une contre-indication. Voilà la raison de la contre-indication. Alors, bien entendu, pour le moment, si le vaccin confirmait l'efficacité qu'on a obtenue en phase 2, ce serait exclusivement pour les enfants de moins de 5 ans. Je suis désolé de décevoir un peu les adultes. Mais il y a des pistes de recherche, justement, sur des vaccins de nouvelles générations qui vont viser justement à protéger ces adultes. D'accord. La question de M. Dera, est-ce que l'artémisia soigne le paludisme? Alors, c'est une question à laquelle je ne vais pas m'évertuer à répondre parce que, comme l'a dit le coordinateur, pour toute thérapie, que ce soit vaccin ou médicament, il faut que cela soit fondé sur des preuves scientifiques. Et tant que des études conduites dans les règles de l'art, avec une méthodologie rigoureuse, ne nous démontrent pas que l'artémisia peut prévenir le paludisme, je ne peux pas m'engager en tant que chercheur à l'affirmer sur ce plateau. Ok, on revient encore sur le candidat vaccin. Quelle sera la durée probable de protection du vaccin? Alors, les résultats que nous avons présentés, comme je l'ai dit tantôt, c'est une protection sur une année.
Et comme je l'ai dit, éviter 77% des cas de paludisme, des 11 millions rapportés chaque année au Burkina, c'est énorme. Maintenant, nous sommes en train d'étendre le suivi des enfants. Nous allons aller jusqu'à 4 ans. L'idée ici, c'est de voir jusqu'à quelle période ils vont rester protégés et quand ils vont commencer à perdre justement cette immunité de protection. Donc, c'est une recherche qui se poursuit, mais pour le moment, les 77%, c'est sur une année. C'est sur une année. Tout à fait. D'accord. Donc, c'est à la fin de la troisième phase qu'on sera situé sur la durée de protection. Oui, déjà. Parce que la phase 2, comme je l'ai dit, nous avons décidé de prolonger le suivi des enfants sur 4 ans. Et ça va se faire parallèlement à la phase 3. Et donc, au bout de la phase 3, on aura la durée de protection des enfants de la phase 2 et au moins 2 ans de durée de protection des enfants de la phase 3. Et on aura un échantillon quand même assez important de plus de 5000 enfants pour pouvoir tirer des conclusions. Okay. Et selon vous, quels peuvent être les effets secondaires de ce vaccin? Quels peuvent être... Alors, dans le processus des essais cliniques, il y a ce qu'on appelle le rapport risque-bénéfice. C'est ce qui fait que, par exemple, avec le vaccin d'AstraZeneca et la thrombose, mais on continue à l'utiliser parce qu'on pense que le bénéfice dépasse le risque. Ici également, comme tout médicament, tout vaccin, et le ministre de la Santé l'a dit, même la nourriture donne des effets secondaires si vous en mangez trop. Et donc, il y a forcément des effets secondaires. Ce que nous avons constaté ici, c'est surtout des cas de fièvre, et ça, c'est classique avec tous les vaccins du PEV, des douleurs et des gonflements au bras, où on administre le vaccin. Hormis ces effets mineurs-là, qui de façon spontanée se résorbent, on n'a pas en tout cas noté un problème majeur avec ce vaccin R21 lors de l'essai de phase 2. Professeur Koita, en attendant le vaccin, quelles sont les mesures préventives de lutte contre le paludisme? C'est vrai qu'on en a un peu parlé. Est-ce que vous pouvez encore rappeler pour qu'on ne baisse pas la garde? Merci. Il y a 3 outils de prévention efficaces et moins coûteux. Premièrement, c'est dormir sous moustiquaire imprégné à longue durée d'action tous les jours. Deuxièmement, c'est la pulvérisation intradomiciliaire. Cette technique consiste à badigeonner l'intérieur des maisons avec des produits répulsifs qui va permettre aux moustiques de ne plus s'y déposer pendant pratiquement 6 mois. Ensuite, nous avons la chimioprophylaxie. C'est l'administration des médicaments qui peut se faire chez les enfants et également chez les femmes enceintes. Donc voici les 3 stratégies de prévention les plus efficaces et les moins coûteuses. Il va sans dire que l'assainissement du milieu, c'est une stratégie, mais elle est très coûteuse pour le moment pour nos pays. Il est très difficile d'assainir tous les cadres de toutes nos villes et de tous nos villages. Donc les 3, c'est moustiquaire, pulvérisation intradomiciliaire, chimioprophylaxie chez les enfants et chez les femmes enceintes. Les femmes enceintes. D'accord, nous sommes presque à la fin de cette émission. Docteur Tougri, quel appel avez-vous à lancer à la population en cette veille de la saison des pluies, qui est une période forte de transmission du paludisme? Merci beaucoup, Madame Dao. Donc, je dirais à l'endroit du personnel de santé, c'est vraiment en fait un message d'encouragement pour l'atteinte des objectifs. Ils travaillent dans des conditions difficiles et nous lançons un message aux populations. Je tiens à rappeler en fait à tous en fait tous les messages de prévention dont le professeur Flavien vient de citer. Ça veut dire qu'il faut dormir sous moustiquaire et faisons dormir nos enfants aussi sous des moustiquaires. Il faut aussi traiter correctement le paludisme. On l'a dit, il ne faut pas qu'on puisse en fait vraiment traiter un paludisme sans confirmer. Donc, il faut qu'on traite correctement, ne pas prendre l'automédication. Il faut aussi qu'on traite jusqu'à la fin. Il y a des gens qui prennent un jour et les 2 autres jours, ils ne suivent pas. Donc, il faut traiter correctement. Il faut, on l'a parlé longtemps ici, assainir notre milieu de vie. C'est ça qui va nous aider à réduire la population de moustiques qui pillent dans nos villes, dans nos villages et réduire les cas en fait de paludisme. Dans le cadre en fait du renforcement de la lutte pendant la période de haute transmission, beaucoup d'interventions sont mises en fait actuellement au cours. La première intervention, c'est vraiment en fait la campagne de pulvérisation intradomiciliaire qui a commencé depuis le 10 mai dans les districts de Solenzo et puis de Kamti.
et nous demandons en fait aux populations d'adhérer, d'accepter, parce que ce n'est pas toujours évident, c'est rentrer dans les concessions, dans les ménages des gens pour pouvoir faire le travail, d'accepter cette intervention, c'est pour permettre de les protéger. Il y a aussi pendant la période, la campagne de la CPS que chaque année qu'on fait pendant les périodes de haute transmission. Et cette année, nous avons innové parce qu'il y a des districts qui vont faire 4 passages, parce que quand on prend les cascades, on prend les hauts bassins, la période, le sud-ouest, la période de la saison est plus longue, donc nous faisons 5 passages dans ces régions-là, et dans les autres régions, ça sera en fait 4 passages, de juillet en fait à octobre. Mais excusez-moi, qu'est-ce qui explique le choix de ces zones-là? Ces zones, c'est lié en fait au profil épidémiologique. En fait, il y a plus de cas, par exemple, dans ces zones. Et comme je vous disais, en fait, la saison est encore plus longue dans ces zones que, par exemple, à Dori. Donc, c'est pour cela que nous avons décidé cette année de pouvoir étendre parce que l'objectif, c'est de protéger l'enfant pendant cette période de haute transmission. Et nous voulons vraiment profiter de votre micro pour demander aux populations d'adhérer. Les médicaments sont vraiment des médicaments homologués, sans effet secondaire majeur. Et nous suivons tout ce qui est donné comme médicament et nous demandons aux populations d'adhérer. C'est ça l'engagement aussi, de pouvoir accepter que c'est qu'on propose pour pouvoir se protéger et protéger son voisin ou la population. Aussi, je voudrais inviter les parents de vraiment, surtout les parents, de ne pas, pendant cette période-là et pendant toute l'année, je reviens dessus, dormir sous moustiquaire pour nous protéger et protéger nos enfants. Ce sont des mots qui vont servir de conclusion à cette émission. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Prenez bien soin de vous et de votre cadre de vie. Bonsoir et à très bientôt pour un autre numéro de Santé Mag. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composé d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit.